Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clap Audio. Cette semaine, nous allons continuer notre fil rouge des top 50 des meilleurs films de nos films préférés. Ouais. Et on va parler du 30 au 26. 30 au 26. Donc on arrive à la moitié. On arrive à la moitié. Pour moi, je pense que c'est à partir d'ici où on va... C'est les derniers gros blockbusters. Après, ça va être du film de niche pour moi. Enfin, pas du film de niche. Moi, mais je serai plutôt toujours là, l'équipe. En fait, je suis en train de voir le reste, genre du top 1 au top 25. En gros, c'est des classiques du cinéma. Mais c'est que tout le monde n'a pas vu. Voilà, en fait, c'est qu'il y aura une petite phase. Petite branlette de cinéaste. Les gars, moi, on est ensemble, vous savez. J'étais limite plus niche que toi la semaine dernière. La semaine dernière, c'est vrai. Et tu m'as volé un des films qu'on va parler aujourd'hui. C'est toi ou moi qui avais commencé? C'est toi qui avais commencé. Ok, Du coup, c'est à moi de c'est toi qui as commencé avec ton 30e film. Moi, je vais aller voir Kubrick et lui dire Shining. Mais non. Ah non, je te le vole encore. Mais toi aussi, tu m'as volé plein de films. Littéralement, sur cet épisode, je ne parlais que de 2 films. Ah ouais? Tu m'as volé 3 films. Shining, il était dans la liste. Et avec In the Mood for Love. Il est aujourd'hui? Oui. Attends, mais si tu veux, on le passe. Non, mais on en parle quand t'arrives. Comme ça, bah, on en parle tous les deux. Ok, vas-y. Vas-y, c'est quoi ton 30ème? Mon 30e, on va parler de Star Wars. On va parler de la revanche des Sith. Ok. Euh, Du coup, moi, pourquoi tu trouves que c'est un meilleur film que le 5? Alors déjà, je pense que le contexte fait beaucoup. C'est que c'est le premier Star Wars que j'ai vu au cinéma. Non, le deuxième que j'ai vu au cinéma. Mais c'est le premier où j'ai vu, j'étais en mode... Je savais ce que c'était Star Wars déjà, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, ok. Et en fait, moi, j'adore... Déjà, visuellement, je trouve incroyable ce film. Je trouve que... en fait, la bataille sur Mustafar, à la fin, est tellement épique. Elle est tellement... mot, hein. C'est un fratricide. Le combat fratricide, la musique, tout, fait que pour moi, c'est une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma. Et le dialogue... Mais on était comme des frères et tout. Non, c'est... Tu étais l'élu. Tu étais l'élu, c'était toi. Non, c'est fou. Et aussi, en fait, j'ai toujours aimé plus le côté politique. Moi, Bah, c'est le climax là. J'aime bien voir la société dans le monde dans lequel se passe un film. Okay. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la prélogie pour ça. Mais le meilleur film de la prélogie, et un des meilleurs films Star Wars, c'est vraiment La Revanche du Sith, parce que visuellement, il n'y a pas de... ça déconne pas. Même aujourd'hui, c'est très propre. Les acteurs, ils sont pas en roue libre. L'univers, il est magnifique parce que tu vois plein de trucs. Et même t'as des vrais enjeux. Direct, ça commence avec l'ouverture, elle est folle. Faut secourir Palpatine. Faut aller voir Palpatine. Ça, c'est la chute d'Anakin direct avec quand il tue le comte Dooku. Tu vois que après il y a tout le côté avec Padmé où là il dit non mais en fait on n'a pas besoin de les écouter. Le marathon Star Wars cette année va être incroyable. Ah oui, ça va être fou. Et même moi j'aime bien la séquence du début avec les vaisseaux là. Je trouve ça trop bien fait. C'est dans celui-là où t'as les meilleurs vaisseaux, les batailles de vaisseaux sont les meilleurs. Ah, c'est le prime. Hein. Et même t'as toute... en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand ils se séparent en deux, Anakin et Obi-Wan, j'aime bien leurs histoires parallèles, tu vois. Genre Obi-Wan qui va voir Grievous, Anakin qui est en mode... il est avec Palpatine, qui lui fait découvrir la politique, qui lui fait découvrir l'histoire et tout, qui est en train de le retourner. La mort de Mace Windu. Tout ça est... La scène à l'opéra où Palpatine dit « Tu connais l'histoire de Dark Plagueis ?» Il dit « Non. » Je vais t'expliquer. Putain. Mais oui, il y a tout ça. Et après, l'ordre 66 à la fin. Mais en fait, le truc, c'est que comme tu sais pas comment Palpatine arrive au pouvoir... L'ordre 66, c'est vraiment un twist de fou, hein. Ah mais clairement. Tu crois que les Jedi ils sont trop mis dans leur armée, mais en fait, il arrive comme ça quoi. C'est pas. Ah oui, mais y a rien qui pouvait te le dire avant. Hein. C'est vraiment, tu vois un clone qui a l'hologramme. Ouais, qui appelle. Bah, c'est Cody sur la planète de Grievous du coup. Ouais. Et c'est là que tout commence, le drame commence. Et la scène où
où Yoda il sent toutes les âmes qui sont en train de partir, tu vois qu'il a bouffe et tout. Ah, c'est trop incroyable. Qu'elle est sur la planète des Wookiees. Ouais. Même il y a les deux clones qui sont là qui vont pour le tuer et d'un coup ils se retournent, ils décapitent les deux. Ah, c'est vraiment. Même la bataille entre. C'est tellement ce qui a construit après le duel entre Yoda et Palpatine. Ah ouais, de fou. Mais c'est là que tu dis, imagine, il avait gagné, il y aura pas de trilogie. Genre, c'est fou. Non, la musique. Ah non, mais le 3, moi je préfère le 5, mais le 3, je suis d'accord, il est tellement. En fait, c'est le mot grandiose qui le correspond le plus. Clairement. Il est grandiose. La musique sous Mustafar, là. Tout est grandiose. En fait, tout est fait pour que tu vois, tu dis waouh. Ouais. Même la création de Dark Vador à la fin, tu vois. Ah oui, mais oui. Avec le non. C'est fou, c'est magnifique. L'image miroir entre l'enterrement de Padmé et la création de Dark Vador, c'est fou, tu vois. C'est. Sauf qu'après, t'apprends dans les comics, il se fait victime par Palpatine après. Parce qu'en gros, il pousse Palpatine contre les parois et tout. Après, t'as Palpatine qui réplique. T'as Dark Vador, il est pas bien. Ah non, c'est trop une dinguerie. Moi, j'aimerais bien, tu vois, il y a des trucs que j'aimerais bien qu'ils adaptent des comics de Dark Vador, mais il y a un côté. Notamment quand il va chercher la tombe de. Ouais, je pense que c'est exactement ça. Ou la scène où il apprend que Luke, il s'appelle Skywalker, tu vois. Ouais. Ça pareil, c'est des scènes mythiques où il y a un côté moi qui dit j'espère voir ça un jour à l'écran, et il y a un côté qui dit. D'ailleurs, en fait, je pense que Disney. Voilà. Je pense que s'ils font une série Vador, ils peuvent pas la rater. C'est impossible c'est parce que Kenobi, voilà, il y a eu. Ouais, voilà, il y a eu. Voilà. Mais il y avait de quoi la rater. Il y a eu un bon épisode. En fait, le truc, c'est que là, Vador, il y a tellement de trucs qui sont déjà prêts. Non, mais l'esthétique, elle est déjà posée. Surtout que. Moi, ça me ferait mal de me dire que le plus grand méchant de l'histoire du cinéma est foiré, quoi. Ah, clairement. En fait, c'est là, tu vois, c'est là que je me dis Star Wars, c'est tellement big parce que t'as le film de SF le plus culte de tous les temps. T'as, dans le débat pour être le film le plus culte de tous les temps, c'est le film qui a créé la pop culture. T'as la réplique la plus culte de tous les temps et t'as le meilleur méchant de tous les temps. Qui réunit ça en fait? C'est fou, hein. Star Wars, c'est une folie. Ouais, clairement. Aïe. J'aime trop Star Wars. Du coup, ton 29ème. 29ème. 29ème, premier film de Nolan chez moi, ça va être Inception. Ok. Voilà, bon, spoiler, c'est pas le dernier Nolan de ma liste, mais les autres arriveront bien après. Inception, film démonstration technique, absolument folle. La scène du couloir, je reviens toujours pas qu'elle soit réelle. Ouais. Mais parce qu'en fait, Nolan, c'est un grand fou. Et non, moi, c'est le. Comment dire? Moi, j'adore Nolan. C'est surprise. C'est pas une surprise. Mais. Je sais pas comment dire. En fait, ce qui m'empêche de mettre Inception plus haut, c'est que les autres films de Nolan sont tellement pour moi plus des claques que celui-là, que ça m'empêche de le mettre plus haut, tu vois. Okay. Mais parce que pour moi, la fin. La toute fin où ils sont en ski et tout, je trouve ça pêche un peu. Je trouve que c'est là, c'est partie du film que je trouve un peu moins bien. Mais sinon, toute l'explication du concept de rêve et tout, les scènes avec Cillian Murphy, qui encore une fois, voilà, je trouve fou. Tom Hardy, pareil. DiCaprio, fou aussi, le cliffhanger à la fin, enfin le pas cliffhanger mais la toupie quoi, la scène de la toupie qui tu sais pas quoi, même si au final si tu remates tout le film tu sais qu'il a la bague et tout. Bon bref, il y a toute une explication derrière, mais non, le film je trouve fou. À la sortie ça a cassé le crâne à tout le monde, ouais. Et non, moi franchement j'adore ce film, mais ouais, ce qui m'empêche de monter, c'est qu'il y a d'autres films encore plus ouf dans la carrière de Nolan, quoi. C'est ça qui me le bloque en fait. Mais Inception, non, je trouve ça trop puissant. Le concept est trop puissant. C'est un film à concept, mais le concept il marche tellement, quoi. C'est les scènes à Paris où avec Elliot Page. Ouais, je savais plus quel était son prénom maintenant, mais ouais, Elliot Page, où tu vois t'as la ville qui et tout, ouais, mais t'as la ville qui se recroqueville sur eux et tout. C'est en termes d'image, ce film il est magnifique et t'en prends plein ton crâne.
Non, mais même c'est trop intelligent. Moi j'aime bien le truc. J'aime bien quand il lui dit de concevoir un labyrinthe. Mais c'est ça, ouais. Et que tu sais, au début, il fait carré et tout. Et après, non, en fait, il faut le faire rond. Parce que c'est plus. Ouais, c'est trop intelligent. Un truc qui doit être résolu, qui doit être difficile à résoudre, mais quand même que tu puisses le résoudre en temps de temps et tout. C'est trop bien amené ça. Voilà, moi, Inception, gros fan. Ouais. J'aime bien ce film, mais il est très loin d'un top même 200 pour moi. Ah ok, ouais. Mais très bon film. Top 29. Top 29, on en a déjà parlé. C'est un de mes films que j'adore, mais je voulais parler de 12 hommes en colère, mais... Ah oui, je l'ai spoilé il y a longtemps celui-là. Il a été spoilé il y a longtemps. Remater l'épisode 1 pour voir, mais c'est un film c'est un des films qui a construit mon amour du cinéma aussi. Mais voilà, j'aurai de l'occasion de reparler de Ciné Lumet plus tard, parce que je sais que tu as pas mis son autre film, un de ses autres films dedans. Et on parlera de ce grand réalisateur plus tard. Ok. Ton top 28. La semaine dernière, j'ai parlé de Damien Chazelle. Je vais en reparler cette fois-là. Je vais parler de Whiplash. Ok. Toi, je sais que tu l'aimes beaucoup, Whiplash, c'est ton préféré. De Chazelle, ouais, c'est clairement mon préféré. Whiplash, film d'endurance, je dirais. Faut être endurant en le regardant. Parce que le personnage principal, qu'est-ce qu'il en chie. Il en chie tout le long. Le personnage de... C'est J.K. Simmons, c'est ça son nom? J.K. Simmons. Et absolument abominable avec lui. Ah mais c'est un film sur les relations toxiques aussi. Mais clairement c'est pas une relation d'amour, mais c'est toxique. Ouais. Et en même temps, c'est un film sur le dépassement de soi, mais abusif. Ouais. C'est quand tu veux repousser les limites, mais que l'au-dessus des limites est trop haut, tu vois. Ah bah clairement, la scène de l'accident, c'est... il a un accident, il va quand même jouer parce qu'il veut pas perdre. En fait, c'est le déterminisme, mais à l'extrême, quoi. Et le personnage de J.K. Simmons, il en joue. Ouais. Il en joue tellement dans son sadisme et tout. Et d'un côté, t'as en mode l'argument, oui, mais c'est l'amour de la musique, il faut se dépasser, il faut Mais même ça détruit son entourage et tout. La meuf, il a dit je peux pas continuer à te voir. Mais même avec ses parents et tout, ça crée des tensions. C'est franchement, quand t'es artiste, ce film il doit être tellement dur à voir. Ouais. Et endurant, enfin quand je disais film d'endurance, c'est parce que ça s'arrête jamais, quoi. Ouais. C'est, tu vois, le truc c'est qu'il lui dit toujours va plus vite, va plus vite, va plus vite. Et en fait le film. Not quite my tempo. Mais le film il est comme ça. Il monte crescendo. Et à bout d'un moment, t'es en mode, mais je vais lâcher en fait. Ouais. Et au moment où le personnage principal il lâche, c'est là où ça redescend. Et à la fin, t'as le reveal. Enfin, J.K. Simmons, il apprend la vérité et il prend le seum, quoi. Et non, ce film est très musical comme la carrière de Damien Chazelle. De toute façon, c'est très porté musique. À part, il est très inspiré par. À part First Man, mais c'est de la merde. Il est très inspiré par les demoiselles de Rochefort, tout ça. Donc il est très. Il a vu beaucoup de comédies musicales et tout, donc c'est un truc qui lui tient à cœur. Ouais, mais de toute façon, ça se voit que la musique, c'est une deuxième passion un peu chez lui. Ouais. Non, clairement. Et non, franchement, Whiplash, c'est dur à voir, mais ça te prend au trip. C'est un film qui te prend vraiment au trip, et regardez Whiplash tout simplement. Clairement. Bon, je pense que si j'avais dû le mettre, il était dans la liste des 300 films là. Ouais. Mais il doit être 52, 53, je pense, un truc comme ça, tu vois. Ok, ouais, il est pas loin, quoi. Pas loin. Mon 27ème film. On va parler d'un film coréen. On va parler de Bong Joon-ho. On va parler de Memories of Murder. Ah, je suis content. Il est pas dans ton top? Non. Ok. Moi, c'était lui au Snowpiercer. Au Snowpiercer, ok. Je suis content que tu l'aies. Film qui m'a mis une claque. Je sais qu'il est dans mes 4 films, tu sais, Letterboxd là. Ouais. Il est dedans. C'est un film que j'adore. Parce que déjà moi je suis. Je sais pas si. Je crois que j'en avais parlé sur notre émission, mais j'ai un problème avec les tueurs en série. J'ai une fascination pour les histoires de meurtre, tout ça. Donc. Non, moi, justement, tu m'en parlais parce que quand on a fait l'épisode Fincher. Mindhunter. Avant, tu m'en avais parlé. J'ai une fascination pour les enquêtes et les tueurs en série.
Et pour moi, c'est peut-être le meilleur film d'enquête qui existe. Et surtout que c'est une histoire vraie. Il y a un vrai contexte, des scènes folles, notamment la scène de la course dans la pluie. Sous la pluie. C'est fou. J'ai vu récemment en plus. J'adore. Littéralement, je trouve pas un moment trop long. Et là, le plot twist de fin, avec la petite fille qui lui dit ouais, il y avait quelqu'un là. Et après, il regarde quand l'acteur regarde la cam en mode. Parce qu'à l'époque, le tueur n'a pas été retrouvé. Du coup, Bong Joon-ho parlait directement au tueur dans ce film. C'est fou. C'est fou. C'est un truc de fou. Et en fait, je trouve que c'est justement. Comme on le disait avec Wong Kar-wai, c'est que c'est une vision très américanisée aussi de l'enquête. Et donc, on n'est pas si perdu que ça non plus avec leur enquête. Tu vois. C'est assez accessible quand même, je trouve. Ouais, clairement. Immense film. Immense film. Trop beau. Très, très esthétique, je trouve. C'est ça. La couleur, la colorimétrie, elle est très. Elle va super bien au film. Ça marche très bien. Même tout le côté pluie et tout. Sauf que. Au début, l'enquête, tu la prends pas au sérieux parce que les enquêteurs sont pas sérieux. Ouais. Et quand t'as, je n'ai plus son nom, mais qui est le gars qui vient de Tokyo pour aider à l'enquête, et que là ça devient sérieux, tu sens la gravité des choses et tu sens que l'atmosphère du film change, que t'es beaucoup plus dans un film sérieux. Ouais. Et justement, c'est là où il y a le côté plus américanisé, je trouve, qui rentre. Parce que t'as le côté excentrique au début, machin, et après ça devient plus sérieux. Et la fin, le climax, il est dingue. Hein. Ouais. Le climax, c'est fou. Je suis content que je suis mis, franchement. Parce que j'hésitais avec. C'était lui ou Snowpiercer. Je me suis dit. Bon. Je me doutais que t'allais parler de Memories of Murder. Du coup, je me suis dit, bon, Snowpiercer, vas-y, je vais le mettre et tout. Et du coup, je suis très content. Ben voilà. Ton 37ème. Mon 27ème. 27ème. Ouah, je suis perdu. Ton 27ème. Moi, ça va être Shame avec Michael Fassbender. Okay, d'accord. Voilà. Un choix très intéressant. J'ai essayé de le mettre plus haut, j'ai pas réussi. C'est le max que j'ai pu le mettre. Mais Shame, regardez-le. Ça, c'est tellement. Pas très connu en plus. Hein, non, mais c'est tellement immense. C'est le meilleur rôle de Michael Fassbender. C'est une histoire tellement touchante. En gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un homme qui est littéralement accro au sexe, qui en devient malade et qui ça l'empêche d'avoir des relations, des vraies relations avec des femmes. Et justement, au début de l'histoire, il y a sa sœur qui débarque. Et justement, lui, du coup, ça a créé plein de situations cocasses. Et non, l'histoire, elle est folle. Les plans sont magnifiques. J'ai le plan où... Parce que sa sœur est chanteuse, elle chante et t'as un plan juste sur Michael Fassbender qui la regarde, et dès qu'au moment où il y a une larme qui coule, il se met à regarder par terre. Et franchement, à chaque fois, ça me met la chair de poule. Je suis à deux doigts de chialer. Le film, il est trop beau, c'est tellement triste. Et en même temps, ça parle d'un sujet qui concerne tout le monde, tu vois, la sexualité. Et là, c'est vraiment la sexualité maladive. Et pareil, comme tu l'as dit, film vraiment pas connu et qui mérite beaucoup plus. Et franchement, pour moi, ça mérite que les gens voient ça. Après, ça parlera pas à tout le monde, je pense. Mais c'est trop beau. Là, quand tu vois qu'il essaye à chaque fois d'avoir des vraies relations et que à la fin, il n'y arrive toujours pas. C'est démoralisant pour lui. T'as qu'une envie, c'est qu'il réussisse. T'as la scène du métro où justement il croise le regard d'une femme qui te laisse supposer qu'il pourrait vivre cette histoire d'amour réel, mais ça marche pas. C'est trop triste et le personnage de Michael Fassbender est tellement touchant. En fait, tu suis un personnage touchant qui souffre de sa situation, quoi. Et non, le film est trop puissant. La musique aussi, elle est incroyable. Regardez Shame, c'est un film important. C'est fou. C'est l'un des films, tu vois, que là j'ai mis que 27ème, mais que dans mon cœur. Il est plus haut, quoi. Et parce qu'en fait, c'est le genre de films qui ont pas assez de reconnaissance à mon goût.
et que je serais prêt à défendre corps et âme face à n'importe qui et n'importe quels arguments, tu vois. Du coup, voilà. Allez voir Shame en fait. Là, si vous... Soit vous allez pas aimer, vous allez trouver ça peut-être chelou, soit vous allez adorer comme moi, mais dans tous les cas, vous pouvez pas juste dire oui, c'est un film Osef, c'est impossible. Ouais. À toi, Cédric, pour du coup le 26e, dernier. Non, 27e. Ah oui, c'est moi qui ai commencé, c'est à toi 27, ouais, c'est vrai. Justement, 27e, on va parler de The Shining. Ah, de Stanley Kubrick. Du coup, moi j'ai mis en 30. Eh ben, que dire Classique. Mieux que le livre, déjà. Non, je préfère le. Je suis. Abuse. Les gens préfèrent le livre, moi je préfère le film en fait. Ok. Moi, j'adore les deux, donc je ferai. Non, mais parce qu'en fait j'adore l'esthétique de Kubrick. J'adore le jeu de Nicholson. Bon après. Après c'est Nicholson quoi. Oui. C'est vraiment lui quoi. C'est vraiment lui. Mais même je trouve que le Overlook Hotel, il paraît tellement. C'est un personnage. Ouais, c'est vraiment un personnage. Et en fait, le truc, c'est que Shining, c'est vraiment ce genre de film, tu peux en parler des heures parce que dans le son, quand par exemple t'as Jack Nicholson qui se balade et tout dans l'Overlook, tu peux entendre des battements de cœur. Et en fait, c'est les battements de cœur de l'hôtel en fait. Parce que c'est vraiment un personnage qui est tout le temps là, qui t'accompagne tout le temps. Et non, en termes de travail du son dans ce film, on n'en parle pas assez, mais le son est glaçant. Le début, quand ils sont en voiture, t'as le nom des producteurs, mes couilles, et ils sont en voiture. La musique, m'angoisse direct. Parce que tu sais que tu vas voir un truc chelou, et en même temps, au début, t'as l'impression que tout va bien. Le film est tout le temps dans le jour. Du coup, c'est bizarre pour un film d'horreur, tu vois. Et non, le film, il a une ambiance, elle est folle. Et c'est trop mystique. Le film est mystique. Mais tu sens que, tu sais, la folie, tu sens qu'en fait, tu es dans un mauvais rêve où tout le monde est devenu fou. Ouais. Et que ça a été filmé. Tu sais, je sais pas comment dire, mais... Ah ouais, je vois un peu. Tu sais que la folie du tournage, tu la ressens sur le film. Ouais, oui. Et parce que le tournage, Kubrick était un tir. Voilà, mais pas que Kubrick, hein, même juste Nicholson qui devient à moitié, enfin qui pète littéralement un câble. Ce film sur le plateau de tournage, ça devait être quelque chose. Ouais, clairement. Même tout le personnage de Danny qui est un peu le spectateur dans le film. Celui qui a le Shining. Celui qui a le Shining, qui est, je trouve que le gosse joue à merveille. Ouais. Il joue à merveille le garçon perdu, il comprend pas. Et en fait, c'est vraiment terrifié. La situation que tout le monde aurait. Ah, mais moi j'aurais give up. Hein. Ah oui. Tu rentres dans une salle de bain, t'as une vieille grand-mère toute nue. Des charpies là. Ah non, c'est fou. En fait, il y a plein de trucs que tu comprends pas. Genre, le gars, il y a une porte qui est ouverte, t'as deux mecs déguisés en ours qui font des trucs bizarres. Mais qu'est-ce que je regarde en fait? La fin avec la photo et tout. En fait, la fin avec la photo, tu te dis, mais en fait, tu comprends pas. En fait, il y a plein de secrets dans Shining qui te poussent à le revoir et revoir. Et en fait, tu l'as jamais trop vu, Shining. Shining, tu le vis toujours. Soit parce que t'es terrifié, soit parce que t'es émerveillé, parce que t'es curieux, parce qu'il y a une ambiance, le son, les images. Tout le monde a une bonne raison de voir Shining plusieurs fois. Parce qu'un seul visionnage, tu peux pas tout décortiquer, c'est impossible. C'est impossible. Du coup, voilà. Un très gros classique, je crois que c'est... Toi, il doit t'en rester un de Kubrick. Je regardais s'il m'en restait pas deux, mais non, il m'en reste un seul de Kubrick au-dessus là. Et sinon, ton numéro 26. 26, on va parler d'un réalisateur dont tu as déjà parlé en début vers les places 47. Okay. Je parlais de Ari Aster. Ok. Mais pas d'Hérédité, je parlais de Midsommar. Ouais. Ah, tu parles pas de Boys of Fred, bizarre. Non, bizarre. Enfin, je l'ai pas vu, donc je vais rien dire. On tourne, on l'a pas vu. Ouais, c'est ça. On se fie à Jeanne qui a dit que c'était pédestre. Mais Midsommar, histoire bizarre avec Midsommar parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai détesté. Ouais.
j'ai fait, c'est vraiment éclataxe. Surtout que moi, je me suis fait Hérédité et direct Midsommar. Ok. Et moi, Midsommar, je trouve ça vraiment nul au début. Puis après, j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a dit non, mais revois-le. Revois-le, ça. Ouais. Okay. Et le revois-le m'a convaincu en fait. Je l'ai revu et là, j'ai compris. J'ai fait, oh, non mais en fait Ari Aster c'est tellement un génie, c'est tellement le maître de l'horreur. C'est le main character. Mais c'est le génie qu'il pense être en fait. Et d'ailleurs je l'ai revu au cinéma l'été dernier. Okay. Il repassait au cinéma, j'y suis allé, j'en ai profité. Et au cinéma c'est tellement une expérience de fou. Le son est tellement bien travaillé, tu t'en rends même pas compte sur ton ordi, mais une fois que t'es au cinéma, il y a plein de détails qui t'échappaient que t'as. Et non, on en parlait pour Hérédité, l'histoire tu peux la voir dès le début, mais ça t'empêche pas de passer un moment et limite ça te donne envie de revoir à chaque fois. C'est des films que tu peux revoir en boucle, ça dérange pas. Et c'est un film qui est... En fait c'est un film qui est choquant parce que toutes les actions qui se passent sont traitées de manière normale par les personnages. Oui, c'est ça. Et toi, c'est que, à part certains, parce que t'as certains personnages qui te paraissent être normaux, genre les deux vieux qui vont se jeter, tu vois. Ouais. Quand tu réanalyses le film, tu vois qu'en fait, eux, ils sont pas dans la boucle, c'est juste qu'ils savent qu'ils vont être obligés de le faire. Ouais, voilà. Et, mais oui, je vois totalement le truc de tout est normal. Alors que non. C'est trop bizarre. Ah oui, clairement. Et mais justement, les personnages qui disent ouais c'est bizarre et qui se cassent, bah ils finissent par en payer le prix de la vie. Oui. Et même il y a des détails, il y a des trucs subtils dans les dialogues. Genre quand à un moment ils te disent oui nous on traverse 3 âges différents, de 0 à 18, de 18 à 50 et de 50 à 65 je crois. Et qu'après t'as Florence Pugh qui dit et il se passe quoi après 65 ans et qui lui dit je sais plus qui lui dit une connerie, il dit vous verrez tu vois, et qu'en fait bah après et 2 scènes après t'as le truc où ils se jettent et quand tu vois qu'ils sont si vieux tu te dis ah bah c'est ça en fait, quand t'es trop vieux tu meurs en fait, tu te sautes et ok bah c'est pas mal. Et le film non il est trop beau, pareil le film ce que je kiffe c'est que t'as plein d'effets de déformation de la réalité dans les fleurs, dans le décor et tout. T'as vraiment un plan large où t'as une genre de montagne, une colline qui se déforme et tout, et ça donne des images hyper belles quoi. C'est hyper esthétique. C'est très psyché et tout, psychédélique mais je trouve que c'est plus visuel que Hérédité pour le coup. Je trouve que là Ari Aster il a vraiment pris le temps de poser ses plans, de créer vraiment une esthétique particulière, tu vois. Déjà créer de l'horreur de jour c'est toujours on en parlait avec Shining qui franchement faire de l'horreur mais tu vois Midsommar j'ai du mal à moi on va dire que je suis suspect mais moi je suis pas terrifié dans Midsommar. Je suis même pas dérangé, je suis hypnotisé. Ouais. Moi je trouve ça incroyable en fait. Moi je suis pas du tout dans c'est gênant et tout. Moi je suis en mode c'est trop une dinguerie ce que je suis en train de voir, tu vois. Et moi j'ai du mal à voir ce côté là où il se jette. Non, moi je suis en mode c'est trop beau, c'est trop fou. Moi je serais avec les gars, moi je serais autour de la table à bouffer mes poils de touch. Moi je serais là, je serais open. Mais franchement, moi ce film il m'absorbe trop, je plonge dedans, et bon pour moi c'est pas Hérédité est pour moi mieux, j'en parlerai plus tard. Mais non Midsommar c'est trop comment dire, c'est un autre genre encore de cinéma d'horreur quoi. Clairement ouais. Je trouve que avec Hérédité, c'est le genre un peu à la avec le remake de Suspiria par Luca Guadagnino. Ça a un peu créé un cinéma de secte un peu. Un cinéma de occulte qui est pas dans l'horreur mais qui est plutôt dans le truc du renfermement psychologique, on t'éloigne de tes points d'accroche mentaux pour te faire rentrer dans notre délire, tu vois. Mais tu vois, pour moi avec Hérédité, Ari Aster il a masterisé un style d'horreur qui se faisait déjà. Ouais. Et avec Midsommar, il a essayé de développer tout un pan du cinéma d'horreur qui n'existait pas, tu vois. Clairement, ouais. Et c'est pour ça que
les gens, c'est facile d'avoir sa préférence, tu vois. Tu peux pas, franchement, je vois pas les gens qui peuvent dire oh, ça se ressemble quand même beaucoup les deux. Ça n'a rien à voir les deux. Franchement, tu pourrais me dire que c'est 2 réalisateurs différents, je te dirais oui, c'est possible. Mais en fait, c'est que le gars, il est tellement polyvalent dans l'horreur qu'il propose que moi, j'ai ma petite préférence pour Hérédité, mais Midsommar, c'est immense aussi. Hein. Ah oui, clairement. C'est tellement immense. Du coup, voilà pour mon 26e. Pour clôturer la moitié, du coup. Eh ben, moi, pour clôturer la moitié, on va pas parler de film parce qu'on en a déjà parlé l'épisode d'avant. C'était In the Mood for Love. Ah, non, mais parle-en un petit peu. Non, mais. Toi qui connais mieux le cinéma hongkongais, du coup, tu pourras mieux expliquer que moi. Bah, après, je vais pas faire de. Je m'y connais pas assez pour faire une thèse sur. Thèse, antithèse, prothèse. Non, mais comme on disait avant, c'est que c'est un style de cinéma qui peut nous parler totalement aux occidentaux parce que ça a été très en fait le cinéma hongkongais c'est du cinéma américain fait par des asiates, tu vois. Et donc ça marche super bien parce que ils rajoutent des idées de mise en scène, ils rajoutent des trucs de leur culture à eux avec des histoires et un style qu'on peut comprendre, tu vois. Okay. Qui est pas assez loin de notre culture pour nous dépayser, tu vois. C'est pour ça qu'en vrai, tu vois, quand ils sont dans la rue ou dans les restos, franchement, le resto, on dirait un diner, tu vois, américain, tu vois. Ouais. Avec les sièges comme ça, là, en face, tricolés et tout, tu vois. C'est des trucs où t'as des repères et t'arrives à... T'es pas perdu, quoi. T'es pas perdu, tu vois. Donc, je pourrais pas t'en dire plus sur In the Mood for Love. Après, pour Wong Kar-wai, comme je disais, il faut un peu gratter dans son cinéma, tu vois. Je parlais tout à l'heure de Fallen Angels et Chungking Express, qui sont ces 2 autres films les plus connus. Chungking Express et Fallen Angels, ça fait partie un peu, pas une trilogie, mais un peu d'une suite de films, quoi. Ouais. Et du coup, c'est super intéressant à regarder. Allez-y, ouvrez-vous au cinéma de Wong Kar-wai et même au cinéma asiatique en général. Je sais que dans des émissions plutôt de l'année dernière, j'en parlais souvent, tu vois. Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est un cinéma qui est plus libre, ou c'est un cinéma qui a des codes différents. Et c'est un cinéma qui, si vous en avez marre des films toujours trop carrés, toujours trop binaire, bah regardez le cinéma asiatique et vous pouvez commencer par Wong Kar-wai pour faire la transition, et après vous pouvez partir sur du cinéma un peu plus plutôt japonais qui là, ça va plus partir en couille. Voilà. Du coup, moi, c'était mon 26e film. Okay. Et donc, on en a à la moitié. Et donc, on va se laisser pour ce top 50 des meilleurs films. Ouais. Et on se retrouvera pour le top 25 à 21. À 21. Ouais. Là, ça y est, on tape dans le dur, hein. Là, on tape dans le dur et on va taper dans des films. Moi, c'est pas encore des films que j'ai au plus profond de mon cœur, mais ça va pas tarder. Ouais, on va partir sur des. Ça va bientôt péter. Je vais pas mentir que je l'ai pas encore rangé, moi. Le top. Donc, mais il y a du cinéma italien, il y a du cinéma russe, il y a du cinéma japonais, il y a un peu de tout, quoi. C'est de la mixité. Il y a pas beaucoup de cinéma américain, voilà. Et il y a du français aussi. Il y a 2 films français. Moi aussi, j'aurais 2 films français. Et le cinéma allemand aussi. Putain. Il y a pas mal de trucs. Oh là là. J'ai hâte. Et ben, merci à tout le monde d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve à la prochaine pour les places 25 à 21. Allez, ciao. Ciao tout le monde.